Bonjour Monsieur le maire de la Valette du Var. Bonjour. Eh bien, écoutez, très heureux et merci de nous accueillir dans votre bureau. Enchanté de vous rencontrer aujourd'hui. Eh bien, écoutez, un plaisir partagé. Alors, Thierry Albertini, in medias res, vous êtes un baby boomer. Ben oui. Vous êtes né le 25 juillet 1955. Exactement, oui. Donc, j'allais dire, une enfance particulière, où ça se passait, vous êtes né où? Je suis pas né à la Valette parce que je suis né à Toulon, à la clinique Saint-Jean, mais bon, pas loin de la Valette. À proximité. À proximité. Moi, je suis un fils unique, mère enseignante, et mon père travaillant dans le bâtiment. Il a commencé très bas et il a terminé comme architecte. Donc voilà, une famille moyenne, comme il y avait une belle classe moyenne à l'époque. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais en tout cas, c'était la classe moyenne de l'époque. On avait des loisirs sains, je dirais, et puis des vacances, beaucoup de vacances, puisque ma mère était enseignante. On avait aussi les vacances qui s'accordaient avec celles que j'avais en tant qu'écolier, bien sûr. Quel type de loisirs, du coup, durant votre enfance? Ben de nombreux loisirs. Moi, j'ai toujours été passionné par le dessin, par exemple. Et je continue. Et ça, c'est venu très très tôt. Voilà. J'ai encore des dessins qui avaient été collectés par mes parents, où j'avais 4-5 ans. Donc je me suis adonné à ça très tôt. Et puis bon, d'autres loisirs, des loisirs bien sûr d'extérieur, visiter des beaux endroits de notre département. On se déplaçait peut-être pas autant, mais on partait tous les étés en vacances à la montagne. On allait en Savoie, dans un petit village qui s'appelle Flumet, à côté de Megève, le Val d'Arly. Et bon, j'ai des très bons souvenirs, et j'y retourne quelquefois pour retrouver des sensations de l'enfance, des paysages, des odeurs quelquefois. Bien sûr, et alors, question peut-être toute bête, mais Albertini, il n'y aurait pas une origine corse? Et oui, de par mon père, mon grand-père en fait est né en Corse, voilà, dans un tout petit village qui s'appelle Albertaccio, qui est dans le Niolo, donc vraiment dans le centre de la Corse, au pied du Monte Cinto, qui est le point culminant de la Corse. Bon, c'est un endroit assez reculé quand même, Bien sûr. C'est ce qu'on appelle la Corse profonde. En tout cas, c'est un bel endroit et je suis fier de ses origines. Je pense que j'ai deux origines, puisque de par ma mère, je suis très valétois, on va dire. Bien sûr. Et de par mon père, cette origine corse, qui donne quand même, je sais pas, un état d'esprit. Et puis quelque chose d'assez profond quand même. Il y a des traditions. Des racines profondes, des traditions. Voilà. Et quelques vacances un petit peu en Corse ou... Oui, bien sûr. Chaque année, j'essaye de partir quelques jours en Corse. Alors pas toujours au même endroit pour découvrir l'île aussi. Bien sûr. Mais Albertaccio, bien sûr, mais aussi en Balagne. Et puis là, récemment, je suis allé à Propriano, donc plutôt le sud. Mais la Corse est belle du nord au sud, et donc il n'y a pas de problème. On trouve toujours de beaux endroits. La gastronomie corse aussi, j'imagine? La gastronomie, j'aime bien la gastronomie. J'aime bien la gastronomie et puis j'aime bien faire la cuisine aussi. Voilà. Donc c'est aussi un loisir que vous avez? C'est aussi un loisir, oui, ça me plaît beaucoup. Un plaisir, on va dire. Oui, c'est plutôt un plaisir. Voilà. Et alors je disais donc une enfance finalement peut-être teintée par le goût du travail, si j'ose dire, puisque maman enseignante et papa finalement a évolué dans sa carrière jusqu'à finir architecte. Et oui, le goût du travail. Je pense que c'est important d'avoir le goût du travail, parce que le travail, c'est une part importante de la vie. Donc, moi, j'ai toujours été, avec une mère enseignante, assidue, bien sûr, toujours bon élève, toujours sérieux, toujours... J'étais surveillé de près, on va dire. Condition sine qua non. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai pas été compliqué dans mon enfance. Pas été un enfant difficile apparemment, d'après ce que m'ont dit mes parents, et puis d'après mon vécu, mais
c'est vrai que le travail a toujours eu une part importante dans ma vie. Donc travail, j'allais dire, finalement, dès le milieu scolaire, comment ça se passait déjà dès l'école élémentaire, dès la primaire, il fallait, il fallait bien travailler. Il fallait bien travailler. J'avais quelques aptitudes apparemment, puisque bon, j'ai eu quelques prix, même au collège, enfin au collège qui était un lycée à l'époque. Hein, bien sûr. Puisque j'avais un an d'avance, en fait j'ai fait le cours moyen première année et deuxième année dans la même année. D'accord. Qui m'a donné une année d'avance. Et ça m'a propulsé au lycée Pérès à Toulon à 10 ans, en train de prendre un trolley à 10 ans, tout seul. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se l'imagine moins. Et puis j'ai fait donc au lycée Pérès de la 6e à la 3e, et après au lycée de Mondurville, de la seconde à la terminale. Donc j'allais dire une adolescence toulonnaise, en quelque sorte. Ah ben oui, toulonnaise de par les établissements. Par les établissements, hein, voilà. Donc on rappelle effectivement qui est maintenant un collège, c'était le lycée Péresque. Le lycée Péresque. Qui est au boulevard de Strasbourg. Exactement. Parce qu'en fait, comme au lycée Péresque, les élèves qui faisaient du latin allaient au lycée Péresque. Donc moi c'était le cas, donc c'est pour ça que je me suis retrouvé là. Ah donc latiniste. Ouais. Avec finalement des collègues de classe qui sont devenus aujourd'hui des hommes publics aussi. Ah ben, j'allais y venir, vous avez partagé les bancs de l'actuel président du conseil départemental. Jean-Louis Masson, Philippe Vittel, et d'autres aussi. Donc c'était assez amusant de se retrouver nombre d'années après dans des postures politiques dans la vie publique. Proches dans la vie publique. Donc finalement, le lycée Pérès, c'est un vivier d'hommes politiques. Ah ben il faut croire. Hein. Absolument. Et j'allais dire finalement, donc à l'issue finalement de votre carrière scolaire, vous décidez finalement d'embrasser une carrière, j'allais dire dans le médical en quelque sorte. Oui, alors là ça a été un peu, il y a eu une période, en fait en terminale, juste avant le bac, juste avant en 1972, hein, donc j'ai réussi le concours de santé navale. Donc j'ai réussi ce concours de santé navale, santé des armées, mais à l'époque il y avait santé navale et santé des armées à Lyon. Dissocié. Donc je réussis et me voilà parti à Bordeaux, avec mon année d'avance, et puis surtout n'étant jamais beaucoup sorti du bassin varois. Du bassin varois et puis du contexte familial. Bien sûr. Et bon, j'ai pas dû travailler suffisamment. En tout cas, cet éloignement m'a pas réussi, et finalement j'ai fait qu'une seule année et je suis revenu ensuite pour effectuer des études de kinésithérapeute, donc à Marseille. Un peu plus près déjà. À la rue Auguste Blanqui, qui était l'école de kiné de Marseille. Donc très tôt, un attachement familial, mais aussi au territoire finalement. Aussi au territoire, oui. C'était déjà là. Je me rappelle quand on était à Bordeaux, on était deux du même territoire, et on regardait même des brochures touristiques qui nous rappelaient le Var. On n'était pas très loin, mais on était quand même loin. Comme les cartes postales. Exactement. Donc cette nécessité, cet enracinement au territoire. Oui, je pense qu'il était déjà présent. Déjà là très tôt. Et j'allais dire finalement en filigrane, cette dimension militaire, qui finalement on n'avait pas embrassé de carrière militaire, mais elle est encore présente aujourd'hui parce que indirectement Jean-Louis Masson a fait une carrière militaire, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Oui. En tant que gendarme. Et à l'heure d'aujourd'hui, dans vos fonctions de maire, je vous sais un bienfaiteur des amis de la gendarmerie. Aussi, oui. Donc c'est toujours là finalement. C'est toujours là, c'est toujours là. Et vous? Oui, je pense qu'il y a. Et puis bon, quand on est maire aussi, on est officier de police judiciaire. C'est vrai. On a une autorité sur la police. Donc je pense qu'il faut avoir cet esprit aussi droit, rigoriste, voilà, qui est nécessaire à la fonction. C'est quelque chose, même si encore une fois vous n'avez pas embrassé de carrière militaire, mais cet engagement-là est important pour vous, parce que je vous sais aussi diplômé d'honneur des anciens combattants. Ah oui, ça je suis... disons que je pense qu'il faut respecter
le monde des anciens combattants, c'est important parce que ce sont des transmetteurs finalement de paix. Je pense qu'il faut que nos jeunes puissent continuer à savoir que des jeunes Valétois sont morts pour la France, qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu la paix, qu'il y a eu des artisans de la paix. Aujourd'hui, on informe mal, je pense, les jeunes sont mal informés ou pas assez informés. Et quelquefois, ils partent un petit peu dans des fausses informations qui ne les relient plus à la réalité. Je pense qu'il est important d'avoir bien les pieds sur terre, bien ancrés, et d'être dans la réalité. C'est quelque chose qui, comment dire, qui vous tient à cœur dans vos fonctions actuelles? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui c'est difficile parce qu'on n'est pas toujours dans la réalité aujourd'hui. On est souvent, on est dans une époque du tout de suite, on est à une époque des réseaux sociaux avec leurs informations et leurs désinformations, leurs fake news, le complotisme, le wokisme. Aujourd'hui, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Une pléthore d'opinions, finalement. Voilà, une pléthore d'opinions et qui ne sont pas nécessairement réalistes. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut ramener les personnes dans la réalité. Moi, vous savez, quand on fait des vœux à la population, oui, on a des thèmes. Le thème de l'année dernière, je ne vous dévoilerai pas celui de cette année, mais le thème de l'année dernière, c'était le principe de plaisir et le principe de réalité de Freud. D'accord. Et je dis, voilà, il ne faut pas être dans le principe de plaisir sans cesse, mais il faut plutôt être dans le principe de réalité. Et la réalité n'est pas toujours bonne à dire, mais malheureusement, elle vous rattrape toujours. Voilà. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Et donc, j'allais dire une carrière de kinésithérapeute. Oui. Et puis, j'ai envie de dire, du médical à l'engagement politique, est-ce qu'il n'y a qu'un pas finalement? Ah, vous savez, ce pas, il s'est fait de façon très fortuite. J'avais mon cabinet de kiné en centre-ville de La Valette, ostéopathe aussi, donc j'avais l'habitude finalement, la plupart du temps, de voir arriver des gens qui souffraient dans mon cabinet et qui repartaient en souffrant moins ou plus du tout. Donc c'est quand même valorisant. Tout à fait, c'est du service. C'est très sympathique. Et puis un beau jour, il y a très longtemps, c'est en 1989, Jacques Leroux, qui était maire à l'époque, est venu me chercher. Il m'a dit, écoute, voilà, moi je suis pharmacien, toi tu es kiné, ça serait bien, on a besoin de jeunes sur la liste, etc. Eh bien, je lui ai dit, pourquoi pas? J'aime ma ville, je vis à l'intérieur de la ville, j'y travaille, j'accepte. Et puis finalement, ce pied que j'ai mis dans la politique locale, hein, eh ben, je ne l'ai jamais quitté, cette politique locale, jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, jusqu'à. Alors, je veux dire, vous avez démarré donc, sur une liste, et puis vous avez finalement toujours été un élu à la Valette du Var. Ah oui, j'ai gravi tous les échelons, les uns après les autres. Conseiller municipal. Conseiller municipal délégué, adjoint, ensuite conseiller départemental, et puis en 2018, je suis devenu maire. Et j'allais dire, la vie politique, c'est, ben vous le disiez à l'instant, souvent une histoire de rencontres. Il y a des rencontres qui ont été marquantes dans votre carrière politique. Ah oui, il y a des rencontres qui ont été marquantes, c'est certain, c'est certain. Il y a des hommes politiques locaux, puis il y a des hommes politiques d'un autre niveau que l'on a l'occasion de rencontrer. J'avais rencontré Charles Pasqua à une époque, alors c'était pour nous, c'était figure incroyable, une figure extraordinaire. Corse aussi, d'origine corse, Corse aussi. Donc il y a des gens qui vous marquent comme ça. Bon, après, il y en a d'autres. Jean-Claude Gaudin aussi, qui est un personnage. Grand-mère de Marseille. Voilà, puis Hubert Falco, bien entendu. Hein. Donc on a eu quand même des figures, on a des figures dans le Var qui sont des figures politiques marquantes, on va dire, et des bourreaux de travail. Alors ça allait être, j'allais dire, ça allait être ma question, est-ce que finalement ce goût du travail qui était déjà là dans votre enfance, par j'imagine vos parents, il se manifeste véritablement dans la vie politique? Ah ben oui, vous savez, aujourd'hui j'ai l'âge de la retraite, on va dire. Oui. Je pourrais très bien dire, voilà, bon, ben maintenant j'ai bien travaillé, je peux vaquer à des occupations plus ludiques. Mais non, je pense que
l'investissement et l'engagement que l'on a envers sa ville, envers les habitants de la ville, parce que c'est quand même envers eux qu'on s'engage. Je pense que ça c'est important, mais c'est un travail quand même pas colossal, mais un travail important. Le travail du matin au soir, voilà. Le premier arrivé à la mairie, bon, c'est peut-être pas moi, parce qu'il y a des personnes qui sont là avant moi, mais j'arrive à 8 h le matin et j'en pars à 19 h le soir. Et puis les week-ends, on a souvent des manifestations, mais je ne me plains pas, je le fais avec plaisir. Je pense que c'est important de le faire avec plaisir et d'avoir cette envie, justement, du bien public. Oui, cette notion, j'allais dire avec passion finalement. Ah oui, il faut de la passion. Si on n'a pas de passion, on n'y arrivera pas. Et je dis, j'ai le sentiment, parfois on dit que dans la passion aussi, il y a parfois un versant négatif, ça prend beaucoup de temps. Et ça prend beaucoup de temps aussi sur la vie personnelle. Ça aussi, c'est quelque chose à appréhender pour la vie publique. Il faut que la vie personnelle s'adapte à la vie publique. Ça, c'est certain. Mais bon, après, on y arrive toujours. Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. Oui. Voilà, on peut avoir une vie personnelle aussi. Ce qui est important, je pense, c'est quand on fait de la politique, quand on a une position publique, c'est qu'il faut avoir une vie personnelle intense à côté. Il ne faut pas que ça prenne tout. C'est votre cas? Oui, c'est mon cas. Il ne faut pas que ça prenne tout. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se fasse envahir par cela, parce que sinon, on se consume, on va dire. Tandis que quand on a, même si j'arrive le soir tard, j'ai autre chose à faire après. J'ai un jardin, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai une famille, on parle des vacances futures, on fait des projets, je bricole, je dessine, je peins. Vous voyez, vous cuisinez? Je cuisine. Si vous voulez, je ne suis pas obnubilé par simplement cette fonction. Sinon, si vous n'avez que la fonction pour vivre, ben, vous ne vivez pas. Il faut avoir une vie équilibrée. Équilibrée. Je pense que l'équilibre, c'est la notion la plus importante. Mais à tous les niveaux. Hein. L'équilibre entre la santé et la bonne chair, l'équilibre entre le travail et les vacances et le ludique. C'est toujours une question d'équilibre. Je pense que le plus dur, c'est pour trouver l'équilibre partout. Et je parlais de rencontres qui peuvent être marquantes dans une vie publique. Une rencontre, par exemple, avec le pape François. Quelque chose de marquant pour vous? C'était en mars 2018. En mars 2018. Un voyage des élus à Rome. Et puis cette rencontre. Alors, je suis baptisé, j'ai fait ma communion, mais ça ne veut pas dire que je vais non plus pratiquant à l'église tous les dimanches. Mais c'est vrai que de voir le pape, de lui serrer la main, de croiser son regard, c'est particulier. C'est particulier, et d'ailleurs, je vais réitérer, puisque à la fin du mois de novembre, je participerai au voyage des élus à Rome, donc le 29-30 novembre prochain. Donc vous allez... je vais le revoir. Le revoir, ouais. Donc à nouveau. Et donc cet équilibre, j'allais dire peut-être plus spirituel, c'est quelque chose qui vous est cher ou... Je pense que l'équilibre spirituel est important. Moi j'aime bien lire, j'aime bien occuper mon esprit aussi, voilà. Et c'est vrai que l'équilibre spirituel dans la vie, on dit bien un esprit sain dans un corps sain. Ah, tout à fait. Et c'est bien cela, c'est encore une notion d'équilibre d'ailleurs. Voilà. Absolument. Parce que dans ma carrière, j'ai été kiné, ostéopathe, mais aussi sophrologue. Et j'avais même une école de formation en sophrologie, et la sophrologie, sos phrène logos, c'est le savoir, c'est savoir avoir l'esprit serein. Voilà. Donc je pense que c'est un petit peu ce que j'essaye de m'appliquer tous les jours. Alors j'allais dire à bâton rompu, mais on a dû vous poser la question en tant que kinésithérapeute. Vous avez dit que vous étiez donc kinésithérapeute, ostéopathe, sophrologue également. Alors peut-être Thierry Bertigny, vous allez trancher le débat, c'est quoi la différence entre le kinésithérapeute et l'ostéopathe? C'est-à-dire que le kinésithérapeute, c'est la base. Pour être ostéopathe, à mon avis, il faut être kinésithérapeute. Il y en a qui ne le sont pas, mais qui ont peut-être des connaissances.
Mais parce qu'il faut connaître les articulations, il faut connaître la physiologie, il faut connaître l'anatomie, il faut connaître le mouvement. Kinésithérapeute, c'est la thérapie par le mouvement. Absolument. Kinésie, c'est le mouvement. Donc je pense que quand on connaît tout cela, et qu'ensuite on devient ostéopathe, c'est quand même 4 ans d'études supplémentaires, à ce moment-là, ben, on peut savoir améliorer justement le quotidien des personnes qui viennent avec un blocage articulaire, avec un blocage dorsal ou cervical, et arriver avec une manipulation, une manœuvre à les soulager. Je pense que ça c'est très important. Mais c'est une très bonne connaissance, il faut avoir une très bonne connaissance du corps, justement, mais, et aussi de l'esprit, parce que dans la douleur, il y a une grande part qui est psychologique. Donc, c'est lié. Ah, c'est totalement lié. Quand on dit les douleurs psychosomatiques, mais toutes les douleurs sont psychosomatiques. Soma, c'est le corps, le psychisme et le corps sont toujours liés dans la douleur. C'est le mécanisme de la douleur qui le veut d'ailleurs. Vous me disiez latiniste, mais aussi grec ancien, visiblement. Non, ça c'est simplement l'étymologie des mots. Non, je n'ai pas pratiqué le grec. Que le latin. Que le latin, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, je suis d'accord avec vous. Et j'allais dire, lorsque vous étiez kinésithérapeute, vous exerciez donc en centre-ville, à la Valette du Var. Et à l'heure d'aujourd'hui, Thierry Albertini, si un quartier de prédilection à la Valette, pas facile, je sais comme question en tant que maire, mais est-ce qu'il y a des quartiers plus marquants que d'autres à la Valette du Var? C'est-à-dire, il y a des quartiers qui sont imprégnés de mon enfance. Et oui. Le quartier Sainte-Cécile à la Valette, qui est imprégné de mon enfance. Moi, j'habitais dans le centre-ville. J'habitais là, dans la maison où était mon cabinet, place de la Convention. Ah non, vous avez installé votre cabinet là où vous avez grandi. Au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée de la maison familiale, si vous voulez. Donc ça veut dire que moi, quand j'étais au centre-ville et que le jeudi, j'allais à pied voir mes grands-parents qui étaient au quartier Sainte-Cécile, qui habitent la maison où j'habite aujourd'hui, d'ailleurs, je suis resté très famille. Et c'est vrai que j'allais le long de la rivière, qui aujourd'hui est couverte en partie, je passais sur le pont Sainte-Cécile, je longeais les lavoirs où il y avait quelques lavandières encore au fond de la rivière. Tout ça, c'est imprégné de souvenirs, c'est ma Madeleine de Proust. Donc c'est vrai que ce quartier-là, je ne peux que l'affectionner, peut-être plus que les autres, mais aujourd'hui, la Valette s'est bien développée. C'est une grande ville, la Valette. On est près de 25 000 habitants, c'est une grande ville. Mais ce que je veux surtout, et je m'y attelle, c'est garder le côté village de la ville. Voilà. Il faut que le centre-ville, quand on y est, on a l'impression d'être dans un village. Et ça, c'est important pour moi. C'est cet esprit village qui relie les habitants les uns avec les autres, qu'ils soient anciens Valettois, nouveaux Valettois, nouvel arrivants, il faut qu'ils soient reliés par l'histoire de leur village, l'histoire de leur ville, et qu'ils se sentent liés les uns aux autres. C'est quelque chose d'important. Cet esprit familial, finalement. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Voilà. Il doit se cultiver à l'échelle de la commune. Le lien doit exister. Voilà. Le lien entre la personne et la ville qu'il occupe doit exister. Une ville, c'est pas un endroit où on dort, c'est pas un endroit où on séjourne comme ça par hasard. Il faut que la ville, on s'en imprègne, on se sente vraiment une appartenance à cette ville. Oui, c'est plus que ça. C'est pas un simple lieu de résidence. C'est pas un simple lieu de résidence. C'est ce que je m'attelle à faire. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais je pense qu'on y arrive, on y arrive. Et en plus, j'allais dire, la Valette du Var, c'est aussi le label Ville de Cœur. Oui, bien sûr. Ville de cœur, parce que... alors là, on revient dans le milieu médical, hein, puisqu'on travaille avec la Fédération des cardiologues, mais c'est ville où il fait bon vivre, hein. On vient d'avoir une abeille apicitée. Vous voyez, il y a des labels à la Valette, et quand il y a des labels, c'est pas innocent. Ça veut dire que s'il y a un label, c'est que derrière, il y a une activité qui correspond à ce label. Voilà. Et est-ce que, j'allais dire, à travers votre engagement, qui a toujours été là, qu'il soit médical, politique, local, parce que quand on est aussi, comment dire, un kinésithérapeute en centre, on est une figure aussi à l'échelle du quartier, de la ville, est-ce qu'il y a la nécessité de transmettre, à commencer par vos enfants? Ah ben bien sûr. Moi je pense que de toute façon, moi étant d'une famille d'enseignants, ma mère était directrice d'école,
ma fille est enseignante, donc la transmission, et puis moi j'avais une école de sophrologie, donc je transmettais le savoir. Et je pense que transmettre, on parlait des anciens combattants, transmettre aussi le souvenir. Je pense que la transmission c'est important. Nos enfants méritent qu'on leur transmette une histoire, qu'on leur transmette, je sais pas, un état d'esprit, qu'ils ne soient pas lâchés dans la nature comme ça, sans qu'ils aient cet ancrage nécessaire à l'évolution. Il faut accompagner. Ah, il faut accompagner. C'est, et j'allais dire même quand on est mère, est-ce que c'est un sacerdoce d'accompagner? Alors peut-être pas un sacerdoce, mais moi j'ai toujours été tourné vers le bien-être des autres, de par mon métier et puis de par cette fonction de mère. Donc je pense qu'il est important de parler aux gens, de leur expliquer les choses, d'aller au-devant de la population. Ce matin, j'étais dans un quartier, j'expliquais, ben ça on ne pourra pas le faire, et ça on va essayer de le faire. Vous savez, tout ne se fait pas d'un jour. Il faut arriver justement à être pédagogue, on va dire, et à essayer de faire comprendre aux uns et aux autres que tout n'est pas possible, mais que chaque fois que ça l'est, ben on va essayer de le réaliser. Voilà. Je vais dire, vous avez toujours été, encore aujourd'hui, un élu local. Vous n'avez jamais eu l'ambition, peut-être je sais que vous êtes très attaché à cet esprit familial, très terroir, très local. Est-ce qu'une fois vous êtes posé la question, tiens, est-ce que je pourrais m'engager ailleurs ou sortir peut-être de... Écoutez, de la Valette. J'ai la ville, j'ai la métropole et j'ai le Var. Et le département. Je pense que c'est largement suffisant pour occuper une vie. Voilà. Après, des ambitions nationales ou autres, je n'en ai pas. Et je pense que déjà, il y a beaucoup de choses à faire sur le terrain, il y a beaucoup de choses à faire pour notre territoire. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je n'ai pas vraiment d'ambition autre que celle du bien public ou de l'intérêt général sur mon territoire. C'est déjà un gros travail. C'est déjà un bon travail. Et j'allais dire, on dit souvent que Toulon a été une terre de football, désormais une terre de rugby, et la Valette alors? Ah, la Valette, ça a toujours été une terre de rugby. Eh oui. Eh oui. J'y ai joué moi aussi. Et vous voyez, voilà, ça n'était pas question. J'y ai joué aussi jusqu'au lycée ou en universitaire. C'est vrai que c'est une tradition. Il y a d'autres sports à la Valette. Bien sûr. Et pas que le foot. Hein. Il y a beaucoup de sports. On a 5000 licenciés à la Valette. Donc on a tout un tas de sports qui sont en pleine expansion. Mais c'est vrai que le rugby, ça reste quand même une espèce de tradition valettoise. Alors, pas toujours une tradition de fair play, mais quelquefois une tradition où quand on venait jouer à la Valette, on avait un peu peur, voilà. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander, je sais que la Valette avait cette réputation, on savait que c'était sportif. Ah, c'était sportif, voilà. C'était rude et sportif. Bon, aujourd'hui, c'est devenu un sport plus, disons, plus tranquille, puisqu'on est en fédéral 1, c'est encadré différemment. Il y a eu des grandes époques à la Valette, avec des noms célèbres. Tout à fait. Enfin, finalement, il y a toujours cet esprit de camaraderie. Camaraderie, on va le dire comme ça. Esprit d'équipe, je dirais. Ouais. Esprit d'équipe, et surtout, à la Valette, c'est la pigne. Voilà. C'est la pigne, et c'est vrai que quand on joue à un sport valettois, on a la pigne. Voilà. Et quand on a le maillot, la pigne, on joue pour ça. La plupart du temps, on joue pour ça. Et c'est vrai qu'on arrive à s'identifier à cette pigne-là, et ça donne un certain engouement. Voilà. La pigne ou la grinta? Non, la pigne. La pigne. Hein, c'est la pigne à la Valette. Oui, exactement. Et j'allais vous demander finalement, donc, cet esprit aussi de famille, vous le cultivez, vous le transmettez. Est-ce que c'est quelque chose qui va de soi aussi pour votre compagne, pour vos enfants? Vous y tenez? Ah ben oui, j'y tiens, bien sûr. Oui. Ma compagne est très investie dans les associations, puisqu'elle était assistante sociale, donc elle est aussi au service des autres. Donc jusque dans l'associatif? Juste dans l'associatif, elle s'occupe de la sauvegarde des enfants placés,
s'occupe des familles, donc elle a cet esprit-là. Donc d'ailleurs, c'est un peu ma première conseillère. Alors j'allais dire, voilà. Vous l'avez contaminée aussi dans l'engagement finalement. Oui, elle l'avait déjà dans l'engagement, mais je pense que c'est aussi important de pouvoir parler de ce qu'on fait dans la journée, et puis d'avoir un conseil éclairé, plus calme, plus pondéré, qui permet aussi une aide à la décision qui est intéressante. C'est important l'accompagner première conseillère. Exactement. Et c'est nécessaire. Ah, pour moi, oui, en tout cas. Et avant de vous remercier infiniment encore une fois de vous être prêté à l'exercice, parce que j'imagine que c'est pas toujours facile de parler de soi, moi j'ai une petite tradition dans les interviews qui est d'emprunter des interviews à thème d'un grand homme télé qui est Thierry Ardisson. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a une interview qui s'appelle l'anti-portrait chinois. Oui. Donc je vais vous demander comment dire, par exemple un défaut, voilà, le côté un peu négatif, et il va falloir que vous me répondiez du tac au tac. Pas facile. On va essayer. Eh bien écoutez, première question, si vous étiez, je l'ai dit, un défaut. Un défaut? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme défaut? Parce que j'en ai plusieurs, mais là on parle d'un en particulier. C'est pas simple, il faut essayer d'en retenir. En particulier, en retenir un. Qu'est-ce que je peux avoir comme défaut? Quelquefois je suis paresseux, on va dire. Mais alors c'est particulier parce que c'est paradoxal. Mais quelquefois je me lève le matin, je me dis oh là, qu'est-ce que je serais bien dans mon lit. Alors je ne sais pas si c'est le côté corse un peu traditionnel qui apparaît, mais ça peut m'arriver d'avoir envie de finalement, vous savez, de rester chez soi, de ne rien faire pendant toute une journée. Là. C'est agréable. Mais bon. Quand on peut. Mais je le fais pas souvent. J'imagine. Si vous étiez une maladie. Si j'étais une maladie. Forcément, je devais la poser. Ouais. Kinésithérapeute. Qu'est-ce que je pourrais être comme maladie? Un rhumatisme. Bonne réponse. Si vous étiez un poison. Un poison? Alors, la ciguë. Comme ça, au moins, c'est rapide et efficace. Peut-être le côté philosophe, ça. Voilà. Le côté Socrate. Si vous étiez un impôt. Un impôt? Je l'ai mis dans les défauts, dans le côté négatif. Alors, la taxe d'habitation, puisque ça n'existe plus. Ah, bonne réponse. Bonne réponse. Donc c'est vrai que ça n'existe plus, on est bien d'accord. Plus uniquement pour les résidences secondaires. Mais ça n'existe plus, voilà, en général. Si vous étiez une panne. Une panne? Tiens, une panne de secteur. D'accord, qui pourrait arriver dans un quartier. Exactement. Très bien. Et la dernière, si vous étiez une infirmité. Une infirmité? Oh ben là, je vais revenir à la kinésithérapie, un pied beau. Ah ben écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. Merci infiniment.